va passer maintenant à Hélène Berger qui nous rejoint depuis, je disais, Paris. Donc Hélène, vraiment ravi de te revoir puisqu'on était ensemble il y a quelques jours, 2, 3 jours à peine à Paris sur cet événement. Est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter les Amis du Fonds mondial ainsi que vos missions en Europe auprès du Oui, Fonds mondial? absolument, Eric. Mm. D'abord, merci beaucoup, évidemment, à toi et à Santé en entreprise pour cette invitation. Je suis très heureuse de participer à ce panel. Et puis, merci aussi de vos efforts et de tous les efforts de santé en entreprise pour développer et valoriser l'engagement du secteur privé dans la lutte contre le paludisme. Et je crois que l'introduction d'Adama montre bien l'ensemble de ces efforts et ce dynamisme-là. On est très heureux de pouvoir participer aussi à cela en étant présent aujourd'hui. Donc nous, les amis du Fonds mondial Europe, notre mission, c'est un peu comme vous, c'est de travailler à la mobilisation continue des acteurs, et en l'occurrence de tous les acteurs européens, que ce soit les gouvernements, les sociétés civiles, les chercheurs, le secteur privé, dans la lutte contre les grandes pandémies que sont le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose et plus largement dans la santé mondiale. On travaille dans 6 pays européens, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg, la Belgique, ainsi qu'auprès des institutions européennes, puisque ces 6 pays et la Commission européenne sont tous de grands donateurs de la santé mondiale et de grands donateurs historiques du Fonds mondial. Et en particulier, et notre nom l'indique, nous sommes les amis du Fonds mondial, Voilà. c'est-à-dire que nous l'accompagnons, nous sommes indépendants du Fonds mondial, mais nous l'accompagnons depuis toujours dans sa mission qui est de lutter, de financer et de mettre en œuvre des programmes de lutte contre ces 3 maladies, VIH, tuberculose, paludisme dans les pays à faible et moyen niveau de revenus. Et s'agissant du paludisme, je pense que pour situer la place du Fonds mondial, le Fonds mondial représente actuellement 59% des financements internationaux de la lutte contre le paludisme. On peut Alors, peut-être c'est aussi dire, pardon, ouais, vas-y, Vas-y, Eric. non, termine justement. J'allais te faire peut-être la transition avec tout le travail qui est fait, que vous faites de relais auprès des acteurs. Mais termine peut-être ce que tu voulais dire. Non, je pense que ce qui est important, mais on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, c'est que le Fonds mondial, merci de nous donner la parole à ce moment particulier, je dirais doublement particulier parce qu'on est au lendemain de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme et qu'on a partagé effectivement ce grand moment de mobilisation pluriacteur vendredi dernier à la mairie de Paris-Centre. Et puis, moment très particulier aussi, puisque en ce moment se joue la reconstitution des ressources financières du Fonds mondial pour les 3 prochaines années. Je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure. Voilà. Alors, justement, Hélène, tu le rappelles, on est dans ce moment crucial aujourd'hui enfin, tous les 3 ans, hein, ce sont des cycles de 3 ans, où le Fonds mondial reconstitue ses ressources. Pourtant, quand on regarde le dernier rapport de l'OMS, on voit que on a toujours cette ambition d'aller vers l'élimination du paludisme, mais que les progrès, même s'il y en a eu, il y a encore beaucoup de défis à relever. Est-ce que tu peux nous faire le point justement sur ce qu'il faut retenir des progrès qui ont été réalisés depuis 2000 et des principaux défis qu'il reste à relever pour atteindre cet objectif, je disais, qui est tout à fait réaliste, mais il y a quand même voilà, à tenir compte de ces défis. Alors, c'est vrai que la lutte contre le paludisme ne progresse pas assez vite. Euh, Elle marque le pas, en fait, et elle marque le pas depuis 2015. Donc, ça fait 10 ans. On a, en gros, hein, depuis 2000, une forte, je dirais, une vraie accélération des progrès pendant les 15 premières années, et puis un ralentissement à partir de 2015. Euh, je pense que ce qui est important de voir, c'est que c'est une. Enfin, aujourd'hui, en fait, quel est le principal frein et la principale cause de ce ralentissement, ou quelles sont les principales causes de ce ralentissement? Je pense qu'il y a une première cause qui est absolument cruciale, c'est de la lutte. Le Fonds mondial, je l'ai dit, il représente à l'heure actuelle 59%
du financement international de la lutte. Pour autant, on a des besoins globaux qui ont été évalués en 2023 à 8,3 milliards de dollars et seuls 4 milliards étaient disponibles. Et donc, cette question du financement est absolument essentielle. Et de fait, la question de la mobilisation des acteurs, de la volonté politique, s'agissant des financements des gouvernements, je dirais, donateurs qui peuvent être des gouvernements notamment européens, également la mobilisation des gouvernements des pays mis en œuvre. Euh, et tout ça pour faire face à des freins ou des défis qui sont principalement euh, trois types de défis. Le premier, c'est le changement climatique. Le changement climatique fait que la, l'épidémie évolue. On va Mm. retrouver des vecteurs à des endroits où on n'en avait pas avant à cause du changement climatique. On va retrouver des poussées épidémiques suite à des événements climatiques majeurs, par exemple des inondations. On va retrouver des poussées épidémiques aussi liées au déplacement de population qui peuvent être liées au changement climatique. Donc ça, c'est important. Premier sujet. Le Mm. deuxième défi, ce sont les crises humanitaires et les conflits qui vont elles Mm. aussi, qui vont eux aussi engendrer des déplacements de population avec des modifications en fait de la concentration des personnes. Et quand on a plus de concentration, on Mm. a forcément un vecteur qui circule, pardon, un parasite qui circule davantage. Et puis on a un sujet qui est vraiment important, qui est l'adaptation à la fois du parasite et du vecteur, donc les moustiques aux outils qui ont été conçus pour lutter contre eux, à savoir les insecticides et les traitements. Et cette adaptation, elle se fait très vite. Elle est à la fois biologique, mais aussi comportementale. On a des moustiques qui sont capables, qui ont été capables d'adapter leur comportement pour pouvoir piquer à des heures de la journée où les personnes les plus à risque, notamment les enfants, sont normalement sous des moustiquaires. Et donc ça, quelque part, on a cette épidémie qui va vite, Mm. ces résultats et ces progrès qui marquent le pas. Et donc, il faut vraiment accélérer la lutte et en particulier accélérer et amplifier les financements et l'engagement de Oui. l'ensemble des acteurs pour réussir à infléchir ces courbes vers le bas et retrouver le chemin de l'élimination. Et de l'innovation aussi, puisque de ce qu'on comprend on comprend de ce que tu dis que les outils qui existent, bon, continuent à fonctionner, mais qui peuvent potentiellement devenir moins efficaces s'il y a ces résistances qui apparaissent, et donc Oui, il y a besoin en permanence d'innover. oui, absolument. Alors, tu le disais, Eric, on a des outils. Les outils existent aujourd'hui pour à la fois prévenir, dépister, traiter le paludisme. Et il y a des innovations justement qui permettent d'accélérer la lutte. Les outils, ce sont des moustiquaires imprégnés d'insecticides avec des innovations justement sur des, de nouvelles combinaisons d'insecticides qui permettent de lutter contre cette résistance des vecteurs aux insecticides On va en existants. parler avec Amy justement tout à l'heure. J'imagine qu'on en Mm, parlera. mm, On a des traitements préventifs saisonniers pour les enfants qui, comme tu le disais, Eric, sont les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus touchés. C'est une maladie extrêmement injuste qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Donc, les traitements préventifs saisonniers existent pour les enfants. Les traitements préventifs existent pour les femmes enceintes. On a eu l'an dernier l'introduction de vaccins pour les enfants de moins de 5 ans qui doivent être utilisés en combinaison avec les autres outils mm. et puis, on a des traitements qui sont efficaces à condition que les patients soient pris en charge suffisamment tôt après le diagnostic. Et là aussi, le délai, quand on dit que la lutte contre le paludisme est une course de vitesse, c'est Mm. une course de vitesse pour aller plus vite que toutes ces résistances et toutes ces adaptations, mais c'est aussi une course de vitesse pour les patients, pour les détecter, pour diagnostiquer très rapidement le paludisme et pour prendre en charge et traiter les patients euh, extrêmement rapidement, puisque un patient, évidemment, en l'absence de traitement, est très rapidement, enfin, c'est l'absence de traitement qui génère les décès. Très bien, Hélène, comme il nous reste comme le temps file vite et Oui, on a voilà, le challenge, le temps est toujours notre challenge. Est-ce que tu pourrais peut-être nous rappeler, selon toi, et nous redire les domaines dans lesquels tu verrais, toi, un besoin
particulier de renforcement de la contribution des entreprises, des acteurs du secteur privé, justement, dans tout ce qu'on a évoqué. S'il y avait peut-être des domaines plus particuliers où tu vois que les entreprises ont quelque chose une contribution particulière à emmener, ce serait lesquels? Oui, alors je vais juste me permettre peut-être un commentaire avant de décrire le type de contribution et de partenariat possible. C'est que on sait que la santé des populations et la prospérité économique sont intrinsèquement liées et s'impactent mutuellement. Et on a même des études qui nous disent que si l'incidence du paludisme était réduite de 90% d'ici 2030, c'est-à-dire que si on Hmm. revenait drastiquement sur les trajectoires d'élimination, le produit intérieur brut des pays où la maladie est endémique augmenterait de 142,7 milliards de dollars américains, et ce qui sortirait des millions de personnes de la pauvreté. Donc C'est en fait, important de le rappeler, hein, c'est je quand même pense que important ça, oui. c'est important de le rappeler, c'est important Hmm. de dire qu'il y a aussi des données qui permettent d'étayer ce raisonnement économique et de montrer que investir dans la lutte contre le paludisme va bien au-delà de cet objectif essentiel qui est de sauver des vies, évidemment, mais c'est aussi un moyen de rééquilibrer le pouvoir économique entre les pays endémiques et les autres, de stimuler les échanges et de consolider finalement les conditions du développement des entreprises dans les pays concernés. Alors, les Problème domaines, sanitaire et problème économique et aussi. Donc, tu rappelles bien effectivement cet aspect très important de l'impact du palu sur ouais, effectivement, sur le développement et sur les entreprises. alors après, sur les modes de collaboration, j'en détaillerai quatre en m'appuyant sur ce que propose le partenariat du Fonds mondial dans son argumentaire d'investissement pour ce cycle de reconstitution qui arrive. En fait, par exemple, le Fonds mondial, il a mis en place des axes de financement spécifiques qui sont ouverts aux donateurs privés, qui leur permettent d'orienter leurs contributions financières sur des programmes transversaux à haut impact sur la lutte contre le paludisme et les autres maladies VIH-Sida et tuberculose. Et il y a par exemple le soutien, donc là on parle de soutien financier à des solutions de santé numérique, faisant appel à l'intelligence artificielle notamment, à l'amélioration de la résilience face au changement climatique, euh, un axe transversal sur l'autonomisation des femmes et des filles, un programme spécifique sur le renforcement des systèmes de santé et des systèmes communautaires, donc au plus près des populations. Parce que je pense que c'est très important d'avoir en tête qu'il y a évidemment ce grand constat global qu'on fait ensemble, mais des programmes qui sont, et on en parlera, vous avez commencé d'ailleurs à en parler, des programmes qui sont mis en œuvre au niveau local. Donc, il y a ce portefeuille d'investissement qui a été structuré euh, spécifiquement pour les donateurs privés par le Fonds mondial pour les 3 prochaines années. Et puis, les entreprises, elles peuvent également collaborer au niveau des programmes en Mm. apportant des compétences, on le verra, des connaissances, des technologies. Euh, et puis, mettre ça en place de façon très différenciée, et encore une fois, du niveau le plus local au niveau global, en passant par l'échelon national. Et on en Et aura une puis, illustration de ce ouais. dernier mot sans te couper, justement avec Amina, qui va nous montrer comment est-ce que un acteur comme la Fondation travaille avec le Programme national de lutte contre le paludisme sur ses actions enfin, locales et très ciblées, très concrètes. Hélène, je te laisserai peut-être 30 secondes parce que je vois que le temps vraiment file vite. Je suis désolé, pour que tu puisses peut-être ajouter un mot de cette première séquence, dans cette première séquence, avant qu'on ne passe à Amy. Oui, c'est de dire qu'aussi les entreprises, les investisseurs, les acteurs privés peuvent aussi s'investir, et vous le faites déjà, dans de la mobilisation, dans la diffusion de messages de prévention, et également dans la sensibilisation de l'opinion, et pourquoi pas des décideurs, des autres parties prenantes, pour faire connaître les enjeux, de la lutte contre le paludisme. Eh ben je pense que là, on a effectivement une analyse qui est très complète. Tu as pu, je te remercie d'avoir vraiment replacé aussi non seulement tous les éléments qu'on attendait sur les défis, enfin les progrès que tu as rappelés, les solutions qui existent, les innovations et surtout le rôle que les entreprises peuvent jouer. Hélène, merci. Reste avec nous jusqu'au bout parce qu'on va avoir le mot de la fin tout à l'heure.